Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va reparler du NAS F2 423 de chez TerraMaster, un NAS extrêmement solide conçu par TerraMaster. Alors quand je dis solide, c'est pas juste parce qu'il a un châssis métal, mais c'est aussi parce qu'il est très bien conçu en termes de matériel. Un NAS qui est très complet, je vais vous faire un très court récapitulatif dans un instant. Ce NAS, je vous l'ai testé en vidéo, vous le retrouverez sur ma chaîne. J'ai fait un déballage assez complet où j'ai même démonté le NAS pour vous montrer de quoi il était constitué. Et on avait parlé aussi du logiciel qui fait fonctionner ce NAS, donc le système d'exploitation qui s'appelle TerraMaster OS. Le NAS est livré, en tout cas quand moi je l'ai testé, il était en version 4 avec un upgrade vers TerraMaster OS 5. Et même si le système d'exploitation est convaincant quand on le compare à d'autres ténors du marché, comme en particulier la marque Synology, il ne m'a pas complètement convaincu, il a des problèmes de jeunesse, et puis surtout il a des problèmes d'origine, c'est un NAS d'origine chinoise, et je suis pas certain du niveau de sérieux, on va dire, qui est mis dans l'élaboration de ce NAS en termes de sécurité de vos données personnelles, mais aussi en termes de correction des failles. Ça s'adresse aussi d'ailleurs à d'autres marques de NAS, même des marques réputées comme QNAP, j'ai des doutes en termes de fiabilité, parce que ce sont des NAS qui par le passé, donc TerraMaster, QNAP et d'autres, ont eu des problèmes de sécurité, avec des chiffrements de NAS, des choses comme ça, donc des trucs assez critiques pour les gens qui y mettent des données qui ont besoin d'être en lieu sûr. Donc quelle est l'idée de cette vidéo ? Dans cette vidéo, on va partir du principe que ce NAS est une base extrêmement solide en termes de matériel, pour l'enrichir avec un système d'exploitation tiers. Alors des systèmes d'exploitation tiers, il y en a un paquet sur le marché. Moi j'ai retenu OpenMediaVault, OpenMediaVault qui est la distribution que j'utilise dans mon propre NAS, qui est là-bas et que vous avez peut-être vu plein de fois en vidéo si vous suivez le contenu que je fais. Donc on va mettre de l'OpenMediaVault, et puis on déploiera du Docker et on installera Nextcloud. Ça je le ferai hors caméra, puisque tout ça je l'ai déjà documenté dans plein de vidéos, donc j'ai pas besoin de le refaire, mais je vous montrerai juste que c'est fonctionnel aussi sur ce type de NAS. Alors donc, vous avez, j'espère, compris pourquoi je fais ça. L'idée, c'est de se passer du système d'exploitation officiel du NAS, mais d'exploiter le matériel de ce NAS qui est vraiment hyper intéressant. Alors de quoi est constitué ce NAS ? Ce NAS, je vous l'ai dit, c'est le F2 423. Il est équipé uniquement de 2B, mais il existe une version 4B si vous préférez, si vous voulez faire du RAID 1 avec d'autres disques pour faire de la sauvegarde, ou si vous voulez faire du RAID 5, vous avez besoin d'au moins 3B, donc vous aurez besoin d'une version 3B. Ici donc c'est une version 2B, le matériel, le processeur et autres c'est strictement la même chose, donc avec 2B on a deux options, soit on fait deux volumes simples, et dans ce cas là vous aurez par exemple un disque pour mettre vos données, l'autre disque qui vous servira soit pour mettre d'autres données, soit pour faire des sauvegardes du premier disque, soit vous faites un RAID 1 avec les deux disques, et dans ce cas là vous aurez une redondance matérielle de disques, s'il y a une panne sur l'un, vous ne perdrez pas toutes les données, et ça vous permettra de continuer à faire fonctionner le NAS, le temps de changer le disque, sans avoir d'interruption de service. Donc, on va exploiter les capacités de ce NAS en termes donc de B de disque, mais aussi en termes de matériel, puisque ce NAS est équipé d'un processeur Intel N5105 qui est extrêmement puissant, 2 Go 9, et qui permet d'avoir de l'accélération graphique. Donc, si par exemple vous voulez aussi en faire un petit serveur vidéo pour du Jellyfin ou du Plex, ça peut être super intéressant. Il est équipé de 4 Go de RAM, donc autant vous dire que vous n'aurez pas de soucis au niveau de la gestion de la mémoire. Et si vous voulez plus, parce que vous faites du TrueNAS ou autre, et que vous voulez des systèmes de fichiers consommateurs en termes de mémoire, et bien vous avez une extension possible de la mémoire, et ça vous coûte pas très cher, c'est de la SODIMM classique, donc pas de souci là-dessus. Vous avez donc deux ports M2, et c'est là où va rentrer en jeu ce M2. Ce M2 va servir au système d'exploitation, donc c'est là-dessus que je vais mettre OpenMediaVault. Alors j'ai choisi un M2 qui est connu, on va dire, mais qui n'est pas extrêmement réputé, puisque j'ai pas besoin ni d'une très grande fiabilité, ni d'un M2 qui dépote, j'ai juste besoin d'un M2 correct en termes de fiabilité, en termes de performance. Donc dessus on mettra le système d'exploitation, il y a d'autres manières de faire. On aurait pu aussi sur ce NAS, parce qu'il est extrêmement bien conçu, on aurait pu utiliser à l'arrière les ports USB 3, qui sont des ports USB, alors je crois même 3.1, donc extrêmement performants en termes de débit, et on aurait pu mettre une, voire deux clés à l'arrière pour y stocker dessus le système d'exploitation, ça aurait été tout à fait possible. De la même manière, on aurait pu avoir deux disques M2 pour faire du RAID 0 ou du RAID 1. Alors, moi je pense que sur des systèmes d'exploitation, il vaut mieux faire du RAID 1, deux disques M2. Donc en mettant deux, puisque le NAS a cette capacité-là, on aurait pu le faire. Et on aurait pu aussi installer le système d'exploitation dans l'une des deux B, en remplaçant éventuellement par exemple un de ces disques par un disque SSD SATA, ça aurait pu aussi être un choix possible. Voilà, donc il y a des options qui s'offraient à moi. Moi j'ai fait ce choix-là.
qui est un choix, on va dire, raisonnable. Et donc, je vais équiper ce NAS, donc je vais vous montrer vite fait comment je fais. Je vais le déséquiper de sa clé USB interne de restauration. Je vais l'équiper du M2. On va démarrer, on va installer OpenMediaVault dessus. Et ensuite, quand j'aurai OpenMediaVault, je passerai sous silence le reste des étapes. Mais l'idée, c'est d'installer du Docker, du Portainer, et d'installer du Nextcloud et des outils de ce type-là. Donc, une base connue, je vous l'ai dit, hein, on est sur la même base que mon NAS qui est ici, c'est juste que ça va être une machine plus économique, quasiment aussi performante, hein, bizarrement, elle va être aussi très performante, et surtout, une machine assez silencieuse. Il va y avoir deux soucis à remplacer l'OS officiel, on va dire TerraMaster OS par un OS tiers, et ça c'est des choses qu'il faut en fait, il faut se renseigner avant de commencer l'opération, parce que potentiellement vous allez avoir quelques incompatibilités. Ici normalement il n'y a que deux compatibilités connues dans ce que je vais faire. Vous allez avoir les voyants façade ici qui ne vont plus fonctionner. C'est matériel en fait, et le fabricant ne communique pas en fait sur les drivers utilisés pour piloter les petites lumières, donc ça ne fonctionnera plus. Et la gestion des ventilateurs éventuellement ne fonctionnera plus complètement. Mais c'est pas grave, pour la gestion des ventilateurs on peut la forcer dans le BIOS, sur une vitesse intermédiaire ou éventuellement en mode auto. Et bon voilà, pour les petites lumières, bon on s'en passera, puis c'est pas bien grave. Voilà, donc je me lance là-dedans, je redémonte le NAS, j'installe le M2, je vous montre comment on fait, et puis donc j'installe OpenMediaVault dessus, et puis comme ça vous verrez que c'est pas très compliqué. Par contre, c'est beaucoup moins clé en main, évidemment, que ce que je vous ai montré dans cette vidéo, puisque TerraMaster OS est préinstallé, donc c'est vraiment ultra facile de mettre en route ce NAS. Là, ça va être une autre paire de manches, ça va être beaucoup plus compliqué, et il faut vraiment savoir pourquoi on fait ça. Moi, je veux vraiment que le NAS soit sûr, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité des données ou éventuellement de hacking de NAS ou je sais pas quoi. Je veux pouvoir maîtriser le logiciel qui est sur ce NAS et donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, on se lance, vous allez voir, je pense que ça peut être intéressant si vous voulez vous lancer dans ce type de choses. Si vous voulez pas assembler votre propre NAS, mais vous voulez quand même contrôler le type de logiciel qui tourne dessus. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais vous montrer quand même le résultat final, en tout cas vous montrer à quoi cette petite machine ressemble. Donc elle est complètement assemblée, vous voyez maintenant qu'elle est sous la forme d'un NAS, donc juste alimentation, une prise réseau, j'aurais pu mettre les deux prises réseau si on veut faire de l'agrégation de liens, et puis évidemment dans les baies vous avez les disques qui sont installés. D'ailleurs ça m'a causé des tracas puisque sur un des disques j'avais en fait installé TerraMaster OS et donc il y avait les LVM, les volumes Linux de système de fichiers qui était présent et donc ça bootait sur TerraMaster. Je sais pas pourquoi, mais que vous branchiez une clé USB externe ou un disque avec un système de boot sur la machine, vous avez beau dire de démarrer sur du NVMe, elle démarre quand même sur un autre support. Bon, c'est des limitations je pense au niveau du BIOS TerraMaster, puisque c'est pas l'objet principal de TerraMaster, de faire en sorte que cette machine soit classique, c'est un NAS pour leur système d'exploitation à eux, donc elle a quelque part des petits comportements que je juge de temps en temps un petit peu embêtants. Je voulais juste vous montrer déjà le démarrage et le fonctionnement, vous écouterez bien, donc je la démarre, vous allez entendre un petit bip. On voit le bouton Power, on entend donc le petit bip de démarrage, et vous avez bien les voyants ici de disque qui s'allument, donc en fait elle est parfaitement fonctionnelle, même les ventilateurs sont fonctionnels, je les ai mis en mode automatique, ça suffira largement pour l'utilisation qu'elle en a. C'est une machine que je conserve pas, hein, je l'offre telle qu'elle est avec son système d'exploitation configuré, donc prête à l'emploi, et elle va faire un bip quand elle est prête. Donc vous écouterez bien, elle démarre en 1 minute à peu près, et quand elle est prête, elle fait un bip pour indiquer que c'est bon, elle est accessible. Alors évidemment c'est un NAS, donc c'est une machine que vous pouvez laisser sous tension 24h/24, mais vous pouvez aussi l'éteindre. Voilà, là vous avez entendu le petit bip pour dire qu'elle est prête. Donc vous voyez, en moins d'1 minute, elle est disponible, et elle a Nextcloud qui est disponible, et donc vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Je voudrais quand même juste avant vous expliquer que même si on peut remplacer le système d'exploitation d'un NAS TerraMaster, il faut quand même comprendre que cette machine-ci, à l'heure actuelle, elle est extrêmement compétitive en termes de prix et en termes de performance par rapport, par exemple, au NAS que j'avais assemblé. Puisque je ne l'avais pas boosté, je voulais rester dans un budget raisonnable, à la fois en termes de matériel, mais aussi en termes de consommation, puisque ça reste un PC, donc forcément ça consomme un petit peu. Donc j'avais mis un Pentium G 6400, et au final, j'ai ici une plateforme qui est à peu près du même niveau de performance que ce NAS TerraMaster, un petit peu plus puissante, mais pas beaucoup plus. Mais il faut comprendre une chose, c'est que dans ce gros boîtier ici, qui prend certes beaucoup plus de place, ce boîtier est évolutif. C'est-à-dire que si dans 2 ans,
j'ai un souci quelconque et par exemple je veux augmenter la puissance de la machine ou je veux lui mettre une carte réseau 10 gigabits ou j'ai des besoins qui ont évolué, je fais changer l'architecture matérielle de cette machine en conservant certains équipements et il n'y a pas de souci. Par exemple, je peux passer sur un processeur i3, i5 avec plus de corps et j'aurai une machine beaucoup plus puissante pour pas beaucoup plus cher. Avec ce type de machine, vous achetez le matériel tel qu'il est au moment où vous le prenez. Et il y aura assez peu de capacité de mise à jour, donc il faut en être conscient. Le nombre de baies est limité. Si vous prenez une 2B, vous aurez 2 baies et ça restera comme ça. En termes d'évolution, vous n'avez rien sur les connecteurs, etc. Mais vous avez quand même de l'USB 3.1, 10 gigabits. Donc vous pouvez remettre des cartes réseau externes, des trucs comme ça. Ça pourra vous dépanner, mais c'est pas non plus hyper pratique, puisque l'objectif c'est d'avoir une machine compacte et peu consommatrice. L'autre chose, c'est que c'est une machine qui consomme un petit peu moins qu'une grosse machine PC comme ça. Ça reste une architecture de PC, hein, cette petite machine, mais elle consomme quand même au final un tout petit peu moins, donc ça peut être intéressant si vous la laissez allumer sur du long terme. Voilà, donc vous avez vu le démarrage, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon écran. Donc rassurez-vous, je vais faire avec une capture d'écran pour vous montrer vite fait à quoi ce NAS ressemble, mais en gros, vous avez donc du Nextcloud, de l'Open Media Vault, tout ça caché par Swag, Ocelia pour l'authentification si vous le souhaitez. Et c'est un Nextcloud de dernière version, hein, le 25.02 que je vous ai présenté en vidéo, avec aussi le niveau de sécurisation maximal auquel j'arrive, c'est-à-dire un serveur de classe A+. Tous les headers de sécurité sont présents, la machine est parfaitement configurée et peut être exposée sur internet. Je vous montre vite fait où j'en suis arrivé. Donc ici la machine est réglée par défaut, c'est-à-dire avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, hein. Il faudra que je change tout ça par la suite, mais en tout cas Open Media Vault est disponible. Vous voyez ici que la machine est à son aise. C'est pour ça que j'ai retenu Open Media Vault. Si vous choisissez du TrueNAS, il faudra probablement augmenter la quantité de mémoire vive puisque ce sont des OS. De part aussi les fonctionnalités que vous pouvez déployer en termes de système de fichiers, du ZFS par exemple. Ce sont des OS qui ont besoin de plus de mémoire vive. Ici, Open Media Vault, il est même conçu pour tourner sur des Raspberry Pi, donc il est assez compact en termes de consommation de mémoire, donc ça devrait aller. Vous voyez aussi que j'ai monté les systèmes de fichiers, donc ça je vous montre ça, ça se trouve dans stockage. Vous voyez ici les disques, donc on voit le M2 interne, qui est le M2 qui héberge le système d'exploitation, et vous voyez ici les deux disques, donc un Western Digital Green et un Toshiba, qui sont tous les deux dans les 2B du NAS. Et au niveau système de fichiers, je vous l'ai dit, j'ai fait simple. Je suis pas parti sur du RAID, même si évidemment Open Media Vault, comme d'autres distributions, permettent de faire du RAID, voire du ZFS si vous voulez faire du ZFS, mais c'est un plugin additionnel qu'il faut ajouter. J'ai fait juste deux volumes simples, donc SDA1, SDB1, deux volumes de 2 Tera. Donc formaté évidemment ça fait un petit peu moins. Et voilà, c'est tout. Je me suis contenté de faire ça et puis de mettre en place les documents partagés répartis sur les différents volumes. Voilà ce que ça donne en termes d'installation de Open Media Vault. Donc le système, alors je vous montre quand même vite fait les informations système, que vous ayez une petite idée. Donc c'est un Open Media Vault à jour, donc j'ai fait un apt update upgrade et full upgrade, et donc je suis maintenant en 6.1.2 au moment où je fais cette vidéo toujours. Le Celeron, c'est bien le N5105, il est reconnu. 2 Go parce que donc ce sont des processeurs évidemment qui travaillent à fréquence variable, donc ici la machine est très peu sollicitée, vous voyez qu'il y a moins de 1% de charge, donc forcément elle ne consomme pas de ressources, et donc vous voyez la consommation mémoire. Donc voilà, pas grand chose d'autre à vous montrer. Je peux vous remontrer le tableau de bord, comme ça vous voyez la liste des choses que j'ai déployées. Je vais vous montrer vite fait quand même que j'ai déployé Portainer. Donc c'est un Portainer Community Edition, pas Business Edition, hein, pour éviter d'avoir à créer un compte et compagnie, même si, je vous l'ai dit, le Business Edition est intéressant pour voir si on est à jour en termes d'image. Donc là, il faudra que je suive de manière un peu plus rigoureuse les mises à jour, mais ça peut se faire à distance, il n'y a pas de souci. Vous avez vu que dessus, du coup, j'ai déployé, alors il y a 3 stacks, si je me trompe pas. Une stack de sécurisation reverse proxy, donc avec Ocelia et Swag, du Nextcloud, donc avec Nextcloud et sa base de données, et du Duplicati, pour la partie sauvegarde des données entre les deux volumes. Puisque je vous l'ai dit, je ne fais pas du RAID, je fais de la sauvegarde à long terme, et la sauvegarde à long terme, je le fais avec Duplicati. Pour la partie Nextcloud et tout ce qui est exposé en fait sur internet, évidemment je vous floute toutes les URL que vous ne voyez pas le nom de domaine que j'ai retenu, mais c'est du DuckDNS, hein, pour faire très simple. J'ai branché du Ocelia, donc j'ai juste à cliquer ici. Donc ça c'est pareil, tout ce qui est mot de passe et compagnie, il faudra que je le personnalise
Par la suite, pour le moment, j'ai mis des mots de passe bidons juste pour vérifier que ça fonctionne. Donc vous avez bien du OpenID Connect en place sur cette machine avec possibilité donc de se connecter comme ça directement sur la machine. Alors je vous montre pas, parce que j'ai commencé à mettre du contenu pour faire la surprise, je vous montre juste ici que vous voyez que j'ai commencé à faire des montages, donc ce qui est dossier partagé sur le NAS. D'ailleurs je peux vous montrer, il n'y a rien de secret à ce niveau-là, donc vous voyez que le NAS apparaît bien sur le réseau, et alors il faut s'y connecter. Vous pouvez évidemment demander à Windows de se rappeler des paramètres d'identification, hein, comme ça c'est lié à la session avec laquelle vous vous connectez. Donc vous voyez ici qu'on a les répertoires qui sont partagés que je vous ai montré tout à l'heure, et ces répertoires sont aussi dans Nextcloud. Donc par exemple, si je prends un exemple simple, tous les documents sont accessibles aussi dans Nextcloud, donc tout ce qui est tableur, éditeur de texte, etc. est disponible en ligne dans cette instance Nextcloud. Donc c'est facile à prendre en main, et j'ai aussi mis en place du Duplicati, alors pour le moment purement avec une sauvegarde locale. Le principe de Duplicati, c'est de prendre une source et de la sauvegarder dans une cible. Vous avez différentes capacités, ça je l'ai expliqué en vidéo, en particulier vous pouvez faire de l'incrémental, et vous pouvez aussi aller sauvegarder à distance sur des stockages Amazon S3 et compagnie, ou faire des sauvegardes en local. Donc là j'ai lancé une sauvegarde pour vous montrer, donc vous voyez que ça prend assez peu de temps. En 1 minute 14, il a sauvegardé 1,5 Go de photos, et il a créé une version. Et puis ensuite, s'il y a des nouvelles photos qui sont ajoutées, c'est un job qui se déclenche tous les jours et qui mettra à jour donc ces sauvegardes de manière à avoir de la sauvegarde incrémentale et pouvoir avoir comme ça une solution de reprise en cas de besoin. Donc voilà en gros ce que ça donne. Je vous ai montré donc l'essentiel. Évidemment, sur ce NAS, par la suite, il sera possible de déployer un tas de choses. Là pour le moment je le garde le plus simple possible, de toute façon il faudra que je finisse son installation, mais vous voyez qu'il est parfaitement fonctionnel et que vous avez un vrai Open Media Vault avec une vraie gestion du stockage, du RAID si vous voulez, et tous les services Open Media Vault. Et donc là vous êtes sur une base beaucoup plus, je pense, fiable que TerraMaster OS, puisque à partir de ce moment-là vous êtes sur une base Debian, maintenue par la communauté et compagnie, avec de l'Open Media Vault. Donc voilà, a priori, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de failles de sécurité qui ont été identifiées sur ce type de solution, contrairement aux solutions propriétaires, puisque déjà, les surfaces d'attaque sont plus faibles avec ce type de système d'exploitation. Les systèmes en général sont beaucoup plus à jour, il y a moins de services déployés, donc ce qui joue aussi avec la surface d'attaque de manière générale. Et puis, comme ce sont des OS qui sont déployés dans différents contextes, pas que développés en fait spécifiquement pour un NAS d'une marque donnée, forcément, les failles sont détectées peut-être de manière plus proactive et corrigées en amont. Voilà en gros donc ce à quoi on peut arriver, et l'autre truc que je voulais absolument, étant donné que je veux qu'elle soit simple d'utilisation, c'est si on souhaite l'éteindre, eh bien il suffit d'appuyer sur le bouton Power, la machine va s'éteindre, donc elle confirme avec un son l'extinction, et vous allez voir qu'elle s'éteint elle encore en quelques secondes. Ça va vraiment assez vite, voilà, et là elle est éteinte proprement, tout s'est éteint correctement. Donc voilà, vous avez une machine qui est très facile d'usage, un seul bouton, vous allumez, vous éteignez, la machine est disponible et les services qui sont derrière sont disponibles. C'était l'objectif et je trouve ça beaucoup plus intéressant au final que TerraMaster OS. Par contre attention, ne comparez pas, par exemple, vous pouvez déployer du Nextcloud évidemment directement sur TerraMaster OS, il n'y a pas de différence là-dessus, mais puis tout le reste c'est à faire à la main, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la simplicité d'utilisation que vous propose TerraMaster, il faudra évidemment déployer vous-même ce dont vous avez besoin. Mais avec Open Media Vault et avec du Nextcloud par exemple, vous avez déjà une base assez solide pour avoir un ensemble cohérent pour un NAS. Et je précise aussi que sur ce NAS, j'ai essayé TrueNAS Scale, qui fonctionne très bien, qui démarre d'ailleurs sans problème. Donc, il faudra lui rajouter de la mémoire si vous voulez faire du TrueNAS Scale, évidemment, puisque cette machine est livrée avec 4 Go de RAM. Moi, je vous conseille de passer à 16, voire 32 Go de RAM si vous voulez faire du TrueNAS, avec surtout les systèmes de fichiers ZFS qui sont très consommateurs en termes de mémoire vive, mais sinon c'est une machine qui peut faire du TrueNAS si vous le souhaitez aussi. Prenez-la plutôt en 4B évidemment, puisque avec 2B elle est trop limitée pour faire du ZFS un peu sérieux. Je vais donc installer dans ce NAS ce disque SSD M2, c'est du NVMe 1.3. C'est pas le disque le plus performant, mais vous voyez quand même que c'est un disque 3D NAND et qui devrait avoir des performances correctes. On est bien d'accord, il est possible d'avoir mieux. J'ai pas besoin d'avoir plus performant, j'ai pas besoin d'avoir plus fiable, c'est correct, et j'ai pas besoin de plus. Il était assez économique, et il est quand même réputé dans sa gamme de prix, on va dire. Je précise quand même que, à l'arrière de ce NAS, juste pour les capacités matérielles, donc ici c'est l'alimentation, regardez la vidéo d'origine si vous voulez en savoir plus, 2 ports 2,5 gigabits, donc ça peut être super intéressant, puis c'est compatible
avec la version de Debian que j'installe. 2 ports 3.1, USB 3.1 haute en version 10 Gigabits. Donc on aurait pu vraiment les utiliser pour du stockage externe et donc installer un système d'exploitation. Et le port HDMI qui marchera pas comme ça tel quel, mais j'ai des bons espoirs dans le futur de pouvoir le faire fonctionner, par exemple avec du Jellyfin Duplex, pour avoir une sortie vidéo, pour pouvoir directement choisir le fichier que vous voulez lire, et l'avoir sur la télévision qui serait à côté. Donc voilà en gros pour le NAS, pour le démontage et pour l'installation du NVMe si vous partez là-dessus. De toute façon, même si vous voulez faire des caches de disques, vous aurez besoin de le faire. Je vous le redis, hein, c'est très facile, vous avez uniquement ces 4 vis-là à retirer. Le reste se fait sans vis, mais par contre, il y a besoin de faire ça si vous voulez avoir accès au disque NVMe. Alors c'est un petit peu moins bien que certains QNAP ou certains Synology où il n'y a pas du tout besoin de démonter du matériel. Ici, il y a besoin. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc une fois qu'on a démonté la petite prise d'alimentation qu'on pourra remettre après, il suffit ensuite d'aller retirer le châssis qui est ici dedans. Alors vous le retirez par l'avant en enlevant le rack métallique et vous allez voir que les supports NVMe sont accessibles. Sur l'arrière ici, vous avez l'extension de mémoire et vous avez un support M2. Pour le mettre, il suffit de démonter la petite vis qui est là. On la perd pas et c'est la petite vis qui va tenir le disque M2. Alors ici j'ai choisi du 2280 puisque c'est exactement la taille qui convient. Si jamais vous en voulez un plus court, vous voyez que les trous sont pas percés ici. Et donc dans ce cas-là, il faudra soit avoir les petites extensions métalliques qui viennent appuyer sur le M2, soit mettre du double face ou je ne sais pas. Mais en tout cas, partez plutôt si vous achetez sur du 2280, comme ça vous aurez la bonne taille. On retire le M2 de l'emballage et vous allez voir que c'est extrêmement simple à connecter. Vous avez un détrompeur ici, c'est la clé quelque part du connecteur M2 ici. Donc de toute façon le M2 vous le mettez en fonction de sa clé, donc vous l'inclinez un tout petit peu, vous l'enfoncez dans le connecteur. En général on met toujours un M2 incliné un petit peu. Vous voyez, vous l'inclinez un petit peu à 45 degrés. Et ensuite, vous appuyez, alors doucement, mais vous appuyez sur le M2 pour venir le plaquer. Il suffit ensuite de venir le faire tenir avec la petite vis qu'on a récupérée tout à l'heure. Vous serrez modérément et vous avez le M2 ici qui va être en place sur le support. Voilà, c'est fait pour ce M2. Le deuxième, on aurait pu le fixer ici si on veut faire du RAID 1 sur le système d'exploitation. Vous avez le connecteur mémoire qui est ici si vous voulez rajouter de la mémoire. Vous avez par contre de l'autre côté l'autre connecteur mémoire qui est là en fait, il est juste ici. Je vous l'ai montré quand j'ai démonté complètement dans la première vidéo le NAS. Si vous voulez changer la mémoire qui est de l'autre côté pour mettre par exemple 2 barrettes de 8 ou des choses comme ça, là vous aurez besoin de juste démonter les 4 vis pour retirer et pour accéder à la mémoire qui est de l'autre côté. Voilà, sinon c'est pas plus compliqué que ça, et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à remettre le NAS dans son châssis en fait. Et on va pouvoir ensuite démarrer. Alors, je vais juste faire une dernière chose, qui est pas obligatoire, mais moi, personnellement, je préfère le faire. C'est que je vais retirer la petite clé USB qui est ici. Donc ici, là, si vous regardez, vous avez une petite clé USB, qui est une clé USB de boot, alors qui est assez compliquée à retirer sans démonter toute la carte mère, mais je vais essayer de le faire quand même. Voilà, cette petite clé USB là, je l'enlève, parce que normalement, dessus, vous avez le système de recovery du NAS. Moi, j'ai pas envie que le NAS sache comment revenir aux configurations par défaut. Je veux qu'il soit considéré comme un NAS, en fait, Intel, on va dire, basique. Et donc, ici, on pourrait même remplacer et mettre une autre clé USB pour avoir du stockage additionnel. Moi, je l'annule complètement pour être sûr de n'avoir qu'un seul lecteur quand je vais installer, qui est celui-là, et ne faire que l'exploiter lui. Voilà, donc ça, c'est le petit bonus, on va dire, pour être sûr qu'on a un NAS aussi basique que possible. Et ensuite, donc, on le referme. Donc, il suffit de venir rebrancher le petit connecteur d'alimentation ici du ventilateur arrière et puis de l'alimentation. Et de refermer tout ça avec les 4 vis et on sera bon. Et voilà, on est bon, le NAS est refermé, vous avez maintenant dedans le petit disque M2, il suffit de le mettre sous tension. Alors moi je vais pas mettre les disques ici tout de suite, je les mettrai par la suite. Le mettre sous tension, installer l'OS et ensuite on pourra exploiter ce NAS. Donc tout ça je le mets de côté. Ça pour la garantie, je sais pas s'il y en a besoin, mais pour éviter de perdre la petite pochette, je vais la mettre dans la boîte du NAS. Et puis la clé, surtout la clé de recovery. Si jamais à un moment donné, je remets ce NAS dans sa configuration par défaut, j'utiliserai cette clé de recovery pour réinitialiser complètement le NAS en enlevant le M2 ou pas en fonction de mes besoins. Il faut ensuite vous préparer votre dispositif d'installation, donc typiquement votre clé USB qui va vous permettre d'installer ensuite OpenMediaVault. Personnellement, j'utilise maintenant exclusivement Ventoy.
je vous ai fait une vidéo dédiée, il y a un petit moment de ça, mais je vous ai fait une vidéo dédiée sur Ventoy. Ventoy, c'est une clé USB bootable, mais qui vous permet de booter à partir de plusieurs ISO. Donc vous n'êtes pas obligé de formater à chaque fois votre clé USB, vous avez juste une clé USB Ventoy, vous déposez dessus l'ISO, et vous pourrez très facilement comme ça installer des systèmes d'exploitation ou autres. Donc nous on va télécharger OpenMediaVault ici, donc je vais sur le site officiel d'OpenMediaVault, download, et je prends la dernière version stable. Donc j'ai juste à la télécharger, on peut si on veut, une fois qu'on l'a téléchargée, vérifier aussi qu'elle est correcte via sa clé SHA 256, sa signature. Le téléchargement va commencer, c'est pas très gros, OpenMediaVault, c'est une distribution un petit peu compacte. Voilà, donc je la télécharge. Au moment où je fais cette vidéo, c'est une, je crois, 6.0.24. C'était écrit tout à l'heure, voilà, 6.0.24 AMD 64. Donc c'est tout à fait ce qu'il faut pour l'architecture en question. Maintenant, faites attention, il y a d'autres versions qui sont disponibles. Donc il faut aller voir ensuite dans les différents packages en fonction de ce que vous voulez. Voilà, donc la création de la clé USB en soi, c'est ensuite d'aller dans Ventoy. Moi je le mets dans ISO parce que j'aime bien quand c'est rangé. Et quand OpenMediaVault sera téléchargé, j'ai juste à le déposer là-dedans. Donc vous voyez que j'avais une vieille image d'OpenMediaVault, une 5.6.13. Celle-là, je vais la supprimer, je la remplacerai. Ensuite arrive le moment de l'installation, donc il va falloir une sortie vidéo, donc de l'HDMI ici sur mon écran. Ça c'est pour voir ce qu'on fait, puisque vous allez vraiment installer les systèmes d'exploitation, donc pour le coup il va falloir sortir l'affichage sur un écran. La clé ici, ma clé USB, c'est ma clé Ventoy. Clavier souris, puisqu'on va faire une installation. Tout ça on va pouvoir le supprimer après. Affichage, clé d'installation, donc sur lequel vous avez fait votre média d'installation OpenMediaVault, et ce clavier souris, vous pourrez les enlever. Connexion au réseau, c'est plus simple d'être directement connecté au réseau, et puis évidemment, connexion à l'alimentation. Et donc on va pouvoir démarrer le NAS avec l'interrupteur qui est en façade, et on va pouvoir ensuite installer OpenMediaVault. Voilà, donc le NAS est prêt à démarrer. Avant d'aller plus loin, je le reprécise, puisque je vous l'ai déjà dit dans le début de vidéo, mais si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement mettre en stockage interne non pas un SSD M2, mais ce type de clé. Alors attention, c'est pour ça que je le précise, j'ai pris cette clé en solution de repli au cas où je ne m'en sorte pas sur l'installation du NAS. Moi je sais que ça fonctionne déjà, puisque j'ai déjà fait les tests et tout. Je vous refais en fait ces séquences-là pour vous montrer comment ça fonctionne. Si vous achetez ce type de produit, alors au niveau mécanique, il n'y aura absolument aucun souci. C'est une toute petite clé USB, elle est d'ailleurs très bien si vous en avez besoin dans une voiture ou autre. Ce sont des clés très compactes et surtout des clés qui sont relativement rapides. C'est pas ce qui se fait de plus rapide, mais on peut avoir des grosses capacités pour pas trop cher et c'est de l'USB 3.1 avec des débits raisonnables. Par contre attention, c'est une clé USB classique, donc en gros au niveau fiabilité, on est à peu près au niveau d'une carte SD. C'est assez peu conseillé pour mettre un système d'exploitation dessus, puisque ce ne sont pas des puces mémoire qui sont adaptées à ce type d'utilisation. C'est fait pour du stockage de fichiers éventuellement à grande vitesse, mais pour des transferts, pas pour des petites manipulations de fichiers comme peuvent faire un système d'exploitation. Vous avez pour ça des clés, alors ici c'est toujours dans la marque SanDisk, puisque vous savez que je suis très client des produits SanDisk puisqu'ils sont très fiables. Ici c'est une clé Extreme Pro USB 3.1, je vous en ai fait le test complet en vidéo. C'est une clé, alors ici elle est en métal, puisque c'est vraiment la version Extreme Pro. Dedans il y a des puces, les mêmes en fait que vous trouvez sur les SSD, c'est exactement la même conception, et je vous avais montré l'intérieur de cette clé pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça n'a rien à voir en termes de conception avec ce type de clé, même des clés plus classiques en termes de format qui ressembleraient à ça. Ici, là-dessus, vous pouvez vraiment stocker un système d'exploitation. J'ai deux clés de ce type-là, donc je pourrais même faire un RAID 1 avec des clés USB, donc ici externes, en version puce SSD. Par contre, évidemment, ça occupe les ports USB de l'arrière et c'est beaucoup moins pratique. Mais si vous êtes contraint de faire ce genre de choses à cause de l'OS que vous avez retenu, je pense à du Unraid par exemple, qui lui ne permet pas de faire autrement, eh bien peut-être que c'est une solution à envisager. Donc on est bon en termes de stockage, donc ça je vous l'ai dit, je ne retiens pas ces choix là, donc je les laisse sur le côté. Je vais démarrer le NAS. D'ailleurs vous allez voir que les petits voyants fonctionnent, en fait on m'avait dit qu'ils ne fonctionnaient pas, j'avais lu sur le forum, j'en avais discuté. C'est peut-être les voyants de disque, d'activité de disque qui ne marchent pas, j'en sais rien, en tout cas le voyant Power fonctionne et le voyant LAN fonctionne aussi. J'arrive sur le menu de boot de Ventoy, alors pour les gens qui ne sont pas familiers, je le répète, j'ai une vidéo dédiée sur Ventoy. Ventoy, c'est l'espèce de petit système d'exploitation qui est sur la clé USB sur lequel j'ai mon ISO d'installation
d'OpenMediaVault, donc cette grosse clé USB, la même que celle que je vous ai montrée à l'instant, et qui me permet non pas de choisir un seul système d'exploitation, mais qui me permet d'en choisir plusieurs. Vous voyez qu'ici j'ai la liste de toutes les choses que je peux installer. J'ai fait aussi une petite amélioration, j'avais un problème de perturbation magnétique avec mon clavier souris qui sont sans fil, donc ici j'ai mis un petit dongle sur une rallonge USB pour l'avoir juste à côté du clavier pour ne pas avoir de soucis, sinon c'était un petit peu pénible. Donc je choisis dans tout ça OpenMediaVault, donc 6.0.24, et je fais entrer. Et je démarre en mode normal. Voilà, on est sur l'installation d'OpenMediaVault. Je vais faire une installation classique. Alors l'installation d'OpenMediaVault, c'est une installation Debian 11, en fait, ni plus ni moins. Il y a quelques petites subtilités, mais pas grand-chose de différent. Je le fais très vite, si vous voulez voir comment ça fonctionne l'installation d'OpenMediaVault, allez voir la vidéo dédiée, de toute façon je peux même pas vous faire de capture d'écran, ce que j'avais fait sur l'installation d'OpenMediaVault. Ici je suis en direct HDMI sur mon écran, donc je peux pas faire autrement, malheureusement, que de vous filmer l'écran. C'est pas le plus confortable, ni pour vous, ni pour moi, ni pour vous, mais j'ai pas d'autre choix, hein, j'ai pas de matériel pour faire mieux que ça, donc je suis obligé de faire comme ça. Donc installation d'une Debian, en gros il va y avoir très peu de choses à faire, ne vous inquiétez pas. Vous suivez les mêmes étapes que celles que je vous ai indiquées. Vous voyez ici au passage, on voit les contrôleurs Intel de ce produit-là. Ce sont des contrôleurs Intel i225, donc c'est très standard. Deux contrôleurs en 2,5 gigabits. C'est des produits qui sont vraiment super, hein, puisqu'ils sont extrêmement compatibles. C'est de l'Intel, donc déjà, en général, il n'y a pas trop de problèmes de compatibilité par rapport à du Realtek par exemple. Donc vraiment, c'est un NAS qui est bien conçu et qui posera pas de soucis, puisqu'il est assez peu équipé de produits exotiques dedans. Donc normalement, ça devrait être compatible avec la majorité des systèmes du marché. Donc ensuite, il faut mettre un nom de machine. Moi, je mets TerraMaster. On peut le changer après, de toute façon, si nécessaire. Je reste sur local. Un mot de passe pour l'utilisateur, le super utilisateur, donc root, que vous choisissez très fort, et vous confirmez ce mot de passe. Là, encore une fois, vous pourrez le changer après coup. Pas besoin de vous prendre la tête, mais attention, hein, une fois que vous êtes en production, vous faites en sorte que tous les utilisateurs aient des mots de passe forts. Pas mettre exposé sur internet des machines qui seraient incorrectement sécurisées. Vous voyez ici aussi qu'il y a le système de partitionnement qui va rentrer en jeu. C'est là où vous allez voir si votre NVMe est bien reconnu. Et ici on le voit, il est reconnu, 512 Go. C'est en gros mon SSD que j'ai installé dedans. Donc je le sélectionne lui. Et vous allez ensuite pouvoir faire des créations automatiques de partitions. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des choses un peu plus personnalisées. Là par défaut, ce que fait OpenMediaVault, c'est 3 partitions. Une partition d'amorçage, une partition EFI en fait, une partition système et une partition swap. Donc vous dites oui, alors attention, si vous voulez pas exploiter toute la taille du SSD mais que vous voulez le redimensionner, il faut mettre un mode d'installation un petit peu avancé, où vous pouvez éventuellement customiser ça. Une fois que le partitionnement est fait, installation du système, et en plus vous voyez que l'installation est rapide puisqu'on est ici en train d'écrire sur un disque M2, ça va vite en fait à installer, hein. Le système d'exploitation va être prêt en quelques minutes. On finit donc avec la partie gestion des paquets apt, donc là ce sont des dépôts, je mets Debian org, pas de proxy, donc pas de serveur mandataire. C'est là où il va chercher en fait les mises à jour sur internet et il se met à jour autant que possible, en tout cas de manière à être configuré pour que vous puissiez faire derrière des apt get update, apt get upgrade. Donc là vous serez pas à jour, mais vous serez en tout cas prêt à faire les mises à jour. Voilà, et normalement l'installation, je crois, à ce niveau-là est terminée. Non, il y a encore, oui, Grub et le FI, et puis ensuite, il va rendre la main en disant que c'est bon. Et il restera plus grand-chose à faire pour pouvoir utiliser le NAS, mais vous allez voir, on va arriver sur une installation, sur une partie de l'installation qui est assez compliquée, qui m'a demandé un petit peu de temps à dépatouiller, parce que je ne trouvais pas comment faire démarrer le NAS. Il ne démarrait pas sur le support M2. C'est pour ça que j'avais pris ce disque, parce que je me suis dit, si vraiment je m'en sors pas, je basculerai sur un autre support. Donc la dernière étape, c'est la suivante, c'est en fait d'aller enlever le média d'installation. Donc ici, moi, c'est cette clé qui est là. Donc de la déconnecter et de redémarrer le NAS. Alors ça se fait très facilement puisque l'outil d'installation vous propose directement de le faire. Donc vous faites continuer, vous allez entendre le NAS qui redémarre, et ensuite, normalement, on devrait être accueilli par le système d'exploitation. Vous allez voir que pour OpenMediaVault et pour toutes les distributions sur base Debian classique, ça va pas être le cas. Malheureusement, Debian n'a pas une manière standardisée de démarrer, et le NAS, l'implémentation du BIOS de ce NAS, n'aime pas ça du tout. Donc je vous montre le démarrage du NAS. Donc ici, je le mets sous tension, vous allez voir mon écran qui va réagir, il y a l'espèce de BIOS intégré qu'on n'a même pas eu le temps de voir. Et ensuite, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez être accueilli comme ça directement par Grub, et c'est génial.
soit votre installation Debian n'aura pas fait le nécessaire en fait pour que votre machine boot correctement. Si vous avez des soucis de démarrage avec l'UEFI ou si vous vous demandez comment je fais pour partitionner le disque système de cette machine, parce que OpenMediaVault n'a pas besoin de 512 Go, puisqu'ici j'ai retenu 512 Go, c'est du gâchis de lui mettre un SSD de 512 Go et de ne pas utiliser le reste du SSD, c'est dommage. Eh bien, j'utilise... alors, pour résoudre le problème de démarrage, si jamais la machine ne démarre pas, j'utilise System Rescue, donc l'image ISO de System Rescue. Alors normalement vous aurez directement l'UEFI qui va vous être proposé, mais on a aussi la possibilité avec System Rescue d'aller dans un shell UEFI, et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous aurez sur la machine la possibilité d'aller dans un shell UEFI qui est un espèce de petit Unix, Linux, je saurais pas trop dire, et qui a des commandes du genre dir, mv, etc. Dans cette UEFI, et je vous mettrai une capture d'écran parce que ici je suis dans le shell de la clé Ventoy, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour vous montrer exactement comment ça fonctionne, mais vous allez sur FS0, et vous verrez que quand vous installez une Debian 11, alors OpenMediaVault c'est une base Debian 11, donc quand vous installez une Debian 11, que ce soit sur ce type de machine, mais aussi sur les petits Intel NUC, il est très probable que le BIOS de la machine n'arrive pas à démarrer en UEFI, même si votre système d'exploitation est UEFI. Et ça c'est parce que Debian ici ne crée pas l'arborescence classique. Ici, vous voyez, je vais dans UEFI. Alors faites attention, le clavier ici est en QWERTY, donc il faut adapter les touches sur lesquelles vous tapez quand vous tapez. Mais il ne met pas ça dans boot, et puis je sais plus quel est le chemin précis. Mais vous aurez un bootloader Grub ici, x64. Il n'utilise pas ce nommage-là. Il crée un pass qui est EFI, Debian, et puis je sais plus quoi, Debian x64, quelque chose comme ça. Et donc ces machines-là n'arrivent pas à démarrer sur les UEFI des partitions. Donc il faut le savoir, moi je le savais pas, c'est quelqu'un sur le forum OpenMediaVault qui m'a dépanné. Puisque je sais arriver dans ce type de shell, mais je ne savais pas quel était le problème, et le problème c'est un problème de compatibilité. Debian respecte la norme EFI, mais malheureusement les fabricants de matériel ici, de BIOS, ne respectent pas tous les capacités en EFI, et donc ça fait que la machine ne démarre pas. Donc ça c'est pour la partie réglage de l'EFI. Il est très probable, la première fois que vous démarrez votre NAS, que ça ne démarre pas si vous avez fait un démarrage sur un stockage M2. Vous allez avoir ce shell EFI qui va apparaître, et vous aurez beau faire ce que vous voulez dans le BIOS du NAS, on va aller voir le BIOS aussi dans un instant, vous ne pourrez rien faire. Dans le BIOS du NAS aussi, il faudra régler évidemment le lecteur de démarrage. Alors ici je le fais encore avec l'outillage, mais vous pouvez aussi directement, quand vous voyez le logo de BIOS de la machine, vous pouvez aller directement dedans pour régler la machine. Donc vous allez ici dans votre BIOS, et vous faites bien attention qu'en boot option 1, alors après ça vous pouvez laisser les autres si vous voulez, mais en tout cas moi j'ai tout désactivé. En boot option 1, je mets bien NVMe, de manière à lui dire de démarrer sur le disque NVMe. Et vous faites bien à la fin Save Changes and Exit dans le menu Exit. Voilà, donc moi je fais discard puisque tout fonctionne, mais n'oubliez pas de faire ça pour indiquer à la machine en fait qu'elle doit démarrer sur le M2, parce que sinon elle ne le saura pas, elle ne pourra pas le faire pour vous, sauf si par défaut, et je ne me rappelle plus, quand la machine est livrée, quelque part il y avait NVMe, mais je crois que c'est une des seules entrées qui n'est pas dedans. Elle peut booter vraiment sur tout, hein, hard disk, USB, NVMe, CD, DVD, carte SD ou réseau, mais malheureusement je crois que le NVMe est le seul dans la liste qui n'est pas listé. Donc en tout cas, comme vous avez une machine que vous allez utiliser sur du long terme, configurez correctement ce type de menu. Puis quand vous avez fini, vous pouvez quitter, et la machine pourra redémarrer. La dernière chose donc qu'il faut que je vous montre, c'est en utilisant System Rescue, je fais un démarrage avec un environnement graphique. Donc System Rescue, c'est une mini distribution Linux dans laquelle il y a un tas d'outillages extrêmement pratiques pour dépanner vos machines, que ce soit des machines Linux ou même vos machines Windows, peu importe. Ça va vous permettre de récupérer la machine, et ça va vous permettre de vous dépanner quand vous êtes en panique. Donc c'est un petit système Linux, on le laisse démarrer, et quand il aura démarré, on va démarrer l'environnement graphique. Donc ça se fait avec Startix, c'est pas besoin de s'authentifier tout ça, hein. C'est une machine non sécurisée, puisque le but c'est justement d'aller sauver la machine. Et donc on arrive sur un environnement graphique. Alors je suis désolé, je ne peux rien régler, j'ai pas de logiciel de capture, je le redis, hein, j'ai pas l'outillage pour le faire. Mais vous allez avoir dans les menus ici système, vous allez avoir Gparted, que vous pourrez trouver. Gparted qui est l'outil open source
de partitionnement de disques. Et donc, vous aurez les disques sur la machine, donc a priori les disques sur le NAS, si vous avez commencé qu'avec le NVMe, donc le SSD M2, vous n'aurez que lui. Vous avez juste ici à choisir donc la partition système. Donc probablement vous aurez une partition FAT32, c'est la partition EFI, vous avez une partition swap, vous n'y touchez pas, c'est le swap de l'OS, et l'autre partition EXT4, elle, vous la redimensionnez, donc vous la sélectionnez, et vous pouvez derrière cliquer ici sur la petite icône pour redimensionner, et ça vous permettra de redimensionner votre partition. Sur l'espace restant ici, vous pouvez créer, si vous le souhaitez, une nouvelle partition, en EXT4 toujours, ça vous permettra dedans de stocker les données système, donc si vous voulez mettre du Docker, des choses comme ça, ou si vous voulez faire un cache fichier, alors pas un cache au sens propre, puisque la plupart des caches OS ont besoin d'un disque M2 complet, mais vraiment un cache dans le sens où vous mettez un répertoire de travail temporaire dans lequel vous déposez vos fichiers, vous avez ensuite des scripts qui viennent prendre dans ces répertoires-là, qui sont ultra rapides puisqu'ils sont sur un M2, et qui viennent les mettre ensuite sur vos disques mécaniques. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Ici je crée l'autre partition, comme ça vous allez voir qu'on peut éventuellement créer tout de suite une nouvelle partition. Voilà, et puis sinon, il n'y a rien de plus à faire. Ici, on est accueilli directement, alors si j'arrive à faire le focus, mais c'est très compliqué, on est accueilli par un tout petit texte, puisque je suis sur un écran 4K, qui vous demande de vous connecter. Pas besoin, la machine est normalement accessible sur le réseau. Et donc maintenant, c'est la dernière étape, en fait, on va pouvoir se passer du câble HDMI, on va pouvoir se passer de la connexion au clavier souris, et vous allez juste pouvoir conserver l'alimentation et la connexion réseau, filaire, et la machine sera fonctionnelle. Ça devient un NAS, il est accessible sur le réseau, et on peut l'utiliser en tant que tel. Voilà, donc vous avez vu, à part la partie EFI qui peut être subtile à gérer dans le cas où ça ne marcherait pas pour vous, dans les autres situations, vous voyez que c'est quand même assez facile. En fait, on s'en est sorti en quelques minutes, et en quelques minutes, on a un vrai OpenMediaVault, et ensuite, ça reste une installation d'OpenMediaVault classique. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je vais quand même vous donner en conclusion quelques indications sur la facilité de faire tout ça. Alors, pour faire installer un système d'exploitation sur cette machine, c'est relativement simple une fois qu'on sait faire. J'avoue que j'ai eu énormément de problèmes parce que la machine refusait de démarrer sur mon installation OpenMediaVault. Il a fallu que je trouve ce qui posait problème, et je vous l'ai expliqué en vidéo. Maintenant qu'on sait tous, moi et vous qui regardez cette vidéo, comment ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Hein. L'installation d'OpenMediaVault, c'est quelques minutes. L'installation du NVMe dans la machine, c'est quelques minutes aussi, c'est pas très compliqué. Et ensuite, vous avez une machine fonctionnelle avec juste ce petit changement dans le shell UEFI à faire. Ça va vraiment extrêmement vite, en 10 minutes, vous avez basculé votre machine sur une installation OpenMediaVault. Après ça, je vous cache pas que si vous voulez déployer Swag, Ocelia, Nextcloud, même moi qui sais faire, j'y ai passé, on va dire, une soirée, donc monter 2 heures, 2 heures et demie, pour avoir tout installé, configuré, avec du Fail2Ban, avec de l'Ocelia, avec de l'OpenID Connect, avec évidemment les systèmes de fichiers sur le disque de configurer, donc les disques configurés pour stocker des données, les réplications faites entre les disques, tout ça. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Si vous suivez mon contenu, vous allez vous en sortir, et moi en plus, j'avais la facilité d'avoir ma machine de référence ici, donc à copier mes fichiers de configuration sur l'autre machine qui était là, tout ça avec du VS Code, donc en accès distant SSH. Je vous ai tout expliqué en vidéo, et ça m'a fait gagner énormément de temps. Voilà, donc c'est une petite aventure, mais moi je trouve que au niveau sécurité, fiabilité, quand on parle de ces données personnelles, vaut mieux partir sur une solution matérielle, on va dire correcte, et ça je pense que c'est tout à fait correct, si vous voulez pas vous lancer évidemment sur la conception d'une machine comme j'ai là-bas, et ensuite partir quand même sur du logiciel éprouvé, pour moi, le TerraMaster OS, même si TerraMaster fait beaucoup d'efforts en termes de sécurité, ou de fonctionnalités. Pour moi, un OS basé Debian comme une OpenMediaVault, c'est incomparable en termes de sécurité, et puis vous êtes maître de tout ce qu'il y a sur cette machine, et c'est beaucoup plus sûr que de laisser la main à des entreprises chinoises qui vont vous faire des OS, en étant peut-être moins regardantes sur la sécurité de tout ça. Voilà, donc cette machine va avoir une deuxième vie, elle va partir de chez moi, elle va vivre sa vie, je la mettrai à jour régulièrement, je peux le faire à distance, je peux le faire en étant connecté dessus, et l'objectif final, il faudra que je trouve un jour comment faire, c'est éventuellement de rendre cette sortie HDMI accessible sur une télé, pour aussi transformer ce NAS, comme les petits NAS QNAP, en système multimédia pour lire du contenu directement à partir du NAS.
Voilà, pour pas le faire avec du Plex ou du Jellyfin avec un client distant. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur du NAS ou sur autre chose. Merci et au revoir.